na oto. Na oto I mua ia unei. Ho oto. Au cœur de l'océan Pacifique, la Polynésie française est un territoire aussi vaste que l'Europe. 118 îles réparties sur 5 archipels. Société, Tuamotu, Marquise, Austral, Gambier. Des noms qui ont fait rêver des générations de voyageurs. La Polynésie, c'est également le plus grand espace maritime français. 5 millions de kilomètres carrés qui abritent une richesse naturelle et culturelle unique au monde. Nous sommes sur l'île de Moorea, dans l'archipel de la Société. Avec sa végétation luxuriante et son lagon turquoise, Moorea est un peu l'archétype de l'île paradisiaque. Depuis 2004, l'association Te Mana o Te Moana, présidée par le docteur Cécile Gaspard, travaille à la préservation de cet environnement exceptionnel. Un environnement soumis à de fortes pressions liées au tourisme et aux activités nautiques. Parmi elles, l'une des activités phares de l'île, le nourrissage des raies pastenagues. Alors là, on est sur le site de nourrissage des raies à Moorea. C'est un site qui est vraiment très connu maintenant, qui existe depuis 1995. Et en fait, les prestataires qui font découvrir le lagon de Moorea aux visiteurs s'arrêtent ici pendant une vingtaine, trentaine de minutes et font découvrir les raies pastenagues qu'ils ont fidélisées sur ce site en particulier depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant en les nourrissant. Les gens viennent voir un animal qui est sauvage, qui est dans son environnement naturel, mais on utilise un artifice qui est l'apport de nourriture. Et ça peut être vraiment controversé puisqu'on apporte un élément qui modifie le cycle de vie de la raie pour notre pur plaisir. En moyenne, une centaine de personnes participent chaque jour à cette activité. Les premières études de Cécile Gaspard ont porté sur l'impact du nourrissage. Depuis, elle travaille avec les prestataires pour mettre en place des pratiques raisonnées. T'as vu un changement dans le comportement des raies ou non? Pas vraiment. On en a plus. Ouais. Et donc il y a les plus grosses concentrations. Par contre, coupé, les gens avant de les mettre à l'eau, vous leur expliquez bien comment faire. C'est surtout pas eux qui nourrissent, bien sûr. Non. Voilà. Comment les toucher, on ne s'approche pas des requins déjà. Voilà. Les raies, il faut mettre les mains dessus. Vous leur expliquez de quel type de poisson il s'agit, comment ils s'alimentent naturellement. Pas vraiment, non. C'est que quand les gens ils posent des la questions. question, c'est là qu'on rentre un peu plus dans le détail. Quels sont les risques pour les animaux? Alors pour les raies, il y a plusieurs facteurs de risque. Je dirais que le premier, c'est qu'on change leur rythme de vie. On les nourrit la journée alors que normalement elles s'alimentent la nuit. Ça c'est très important. On change de nourriture, elles ont du poisson alors que naturellement on mange plutôt des crustacés qu'ils vont chercher au fond du sol. Et puis on les concentre.
Vous voyez, aujourd'hui, il y en a beaucoup, normalement, ils sont solitaires. Le fait de les concentrer, ça peut augmenter leur agressivité, faire en sorte qu'elles échangent plus facilement des parasites, etc. Et donc tout ça rajouté au fait qu'on les manipule, on retire le mucus protecteur qu'elles ont sur la peau, on va dans l'eau avec parfois des produits solaires, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des facteurs importants qui peuvent influencer leur bien-être. En fait. Un message qui porte ses fruits. Robert Thuillier accompagne les touristes depuis 13 ans. Mais ses pratiques commencent à changer. Nous, on ne nourrit pas les raies. On tient le poisson comme cela et on les attire en fait. On ne va pas leur donner à manger. Ce n'est pas du nourrissage en fait. Puis le fait de trop les nourrir, au bout d'un moment, elles s'en vont. Donc elles vont gaver, donc ce n'est pas le but de chercher. Comment concilier intérêts économiques et préservation de l'environnement? C'est tout l'enjeu du travail de Cécile. L'activité a démarré sans aucune étude et bien sûr au départ on était contre parce que faire une intervention comme ça en plein milieu sauvage, bien sûr que ça n'a pas de sens. Maintenant on se rend compte qu'on est bien sûr pour la sensibilisation et que si c'est bien fait en mesurant les impacts sur l'écosystème et en limitant tous les effets négatifs au maximum, pourquoi pas. Et pour ça c'est vrai que les prestataires à Mooréa sont très très conscients qu'ils interviennent dans un milieu sauvage et qu'il y a des règles à respecter. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 126 espèces animales seraient menacées en Polynésie en raison des activités humaines. L'association de Cécile Gaspard met en place des programmes de conservation et de protection de l'ensemble des espèces marines. C'est dans ce contexte qu'a été créée la Clinique des tortues. Depuis 2004, la clinique recueille des tortues blessées ou malades. Cette tortue, par exemple, une poche d'air sous la carapace l'empêche de plonger. Elle bénéficie à la clinique d'attention particulière, à commencer par cette séance de toilettage. Il y a toujours des algues qui arrivent à se fixer et à pousser sur les carapaces des tortues, mais elles ont un système de nettoyage où ce sont des poissons nettoyeurs qui viennent picorer sur la carapace pour nettoyer le plus gros de ces algues. Elles, comme elles flottent, ces poissons n'ont pas accès à la carapace qui est au niveau de l'air, en fait, à l'extérieur. Avant l'arrivée des Européens, la tortue était un animal sacré dont la chasse et la consommation, réservées aux rois et aux prêtres, étaient punies de mort. L'interdit est levé à la fin du XIXe siècle et les premières menaces sur les populations de tortues apparaissent. Aujourd'hui, le braconnage est un véritable fléau, comme en témoigne le cas de Samy, cette tortue dont l'état inquiète les équipes de l'association. On va la pencher comme ça. On voit bien la plaie, hein? Ouais. Donc ça, c'est une blessure par flèche, en fait, qui était à l'origine de son problème à cette tortue. Donc il a dû transpercer et donc créer ces deux points d'impact. La grande chance qu'elle a eue, c'est que ça n'a pas traversé la trachée ou l'œsophage. C'est vraiment resté superficiel sous la peau, donc on le voit bien. Donc on va finir de nettoyer un petit peu. Vous voyez, il y a encore des peaux mortes ici, là, qu'on va nettoyer. Ça arrive très régulièrement de recevoir des tortues fléchées ici à la clinique. C'est la pathologie principale, je dirais, depuis qu'on a créé cette structure en 2004. Et en Polynésie française, vraiment, les tortues sont braconnées pour la consommation de la chair et pas du tout pour l'utilisation de la carapace. Donc il y a ce braconnage qui est un petit peu traditionnel à petite échelle dans certaines îles. Et puis il y a de plus en plus un braconnage à but commercial, tout simplement, qui est de plus en plus structuré et organisé, qui s'étend et qui, lui, menace beaucoup plus les populations de tortues marines ici en Polynésie française. Pour compléter son action, l'association a développé différents programmes pédagogiques. Alors ça, on va voir si on peut désinfecter un peu plus. Cette tortue a été sauvée par 4 jeunes de Mooréa qui avaient suivi l'un de ces programmes. On a vraiment axé dans les actions de notre association énormément nos efforts sur l'éducation,
et la sensibilisation à la fois au milieu scolaire mais du grand public pour que les gens comprennent vraiment la problématique, que c'est sérieux et qu'on est vraiment dans une phase de déclin. Et grâce à ce plan d'action, tout le monde est impliqué. Samy passera 6 mois à la clinique de l'association avant d'être relâché. À ce jour, 133 pensionnaires ont regagné le lagon de Moorea. Il existe 7 espèces de tortues marines dans le monde. 5 d'entre elles vivent dans les eaux polynésiennes. En plus, ça a l'air pas mal là. Tu peux t'arrêter. En 2010, l'association Temana o Temoana a entrepris de les recenser grâce à une technique originale, expérimentée par le biologiste marin Mathieu Petit. À quoi elle sert cette planche ? Cette planche, elle va m'aider à être tracté derrière le bateau. En fait, plutôt que de faire des kilomètres à la palme, avec cette planche-là, je peux être tracté par le bateau et parcourir de grandes surfaces et ainsi avoir un recensement à l'échelle d'une île entière. Donc, c'est vraiment un outil idéal pour faire des grandes distances en peu de temps. Une technique jusqu'à présent utilisée pour l'observation des récifs coralliens. Au bout de quelques instants, Mathieu repère la première tortue. Il fait signe à son équipe d'arrêter le bateau. Tiens. Parmi les 5 espèces de tortues marines vivant dans les eaux polynésiennes, une espèce, la tortue imbriquée, est en danger critique d'extinction. Ça, c'est une tortue imbriquée, une petite. On ne peut pas encore déterminer le sexe à cet âge-là, on ne peut pas dire si c'est mâle ou femelle. Mais elle a l'air en bonne santé. Tu peux la lever un peu ? Ouais, elle a l'air de bien manger, pas de plaie apparente, et puis elle n'est pas encore baguée, donc on ne l'a jamais attrapée avant celle-là. Depuis le début de l'opération, Mathieu a parcouru 614 km de récifs et bagué 290 tortues. Je vais appuyer un coup sec, elle va bouger. 1, 2, 3. Parfait. On dit toujours pour bien protéger une espèce, il faut d'abord bien la connaître. C'est vrai c'est dur de mettre en place des mesures de protection adaptées quand on ne sait pas où sont les zones d'habitat, combien il y a d'individus qui sont présents sur une île. Est-ce que ce sont des juvéniles, des adultes? Donc il faut d'abord savoir tout ça avant de mettre en place des mesures de protection concrètes. Et c'est là où on intervient, c'est qu'on essaye d'épauler au maximum le pays et les services du pays dans leur action de protection et de leur fournir un maximum de renseignements. Voilà. L'action sur le terrain, je pense qu'elle est quand même primordiale pour avoir une protection efficace. On va la relâcher, en espérant qu'on pourra la recroiser un de ces 4. C'est difficile d'avoir de la fierté parce qu'on a toujours les chiffres du braconnage, les chiffres
ce genre de chiffres qui cassent un peu quand on sait qu'on a relâché par exemple 150 tortues avec la clinique des tortues et que dans une saison il y en a le même nombre, voire plus, qui sont braconnés. C'est difficile quand même d'avoir de la fierté. On aura la fierté le jour où le braconnage il aura bien diminué. Nous quittons Moorea pour nous rendre sur l'île voisine de Tahiti. Distante de 17 km, Tahiti est sans doute la plus célèbre des îles polynésiennes. Côté mer, l'île est réputée pour être le paradis des surfeurs. L'intérieur de Tahiti, avec ses montagnes escarpées et ses vallées profondes, est moins connu, mais il abrite d'étonnantes curiosités. Pour les découvrir, il faut se rendre dans la vallée de la Punaru, à 800 mètres d'altitude. Ici, poussent des orangers sauvages. Il y a 200 ans, on en trouvait sur toute l'île, mais ils ont été décimés par des maladies. Ces arbres comptent parmi les seuls rescapés. Depuis 1985, des passionnés se battent pour les préserver. Mais pour atteindre les sommets, il faut déployer des efforts considérables. Il faut aimer ça. Après, tu es récompensé. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça avec les amis et mon mari. Je suis jamais fiou, comme on dit chez nous. Chaque année, fiou, ça veut dire j'ai plus envie. Hein? Le ras-le-bol, le fiou. Mais ici, on n'est jamais fiou, jamais fiou. Toujours content de revenir dans la vallée. On aime ça, on aime ça. Noëlla Estal est guide de randonnée. Il y a 25 ans, elle a rejoint une association qui œuvre à la protection de la vallée. Et désormais, elle transmet ses connaissances aux plus jeunes. Oui. Je connais certaines plantes, je communique avec eux, je leur explique. Ça, vous pouvez couper, c'est des envahissants. Le reste, quand vous ne connaissez pas, ne coupez pas, laissez, comme celui-là. C'est ça notre végétation à la base. C'est ça qu'il y avait ici, sur tout Tahiti. Donc c'est important quand même que je fasse communiquer ça à tous les membres de l'association. Tous les ans, en juin, l'association réunit l'ensemble de ses membres dans un refuge situé à 300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, plus de 250 participants ont répondu présents. Car cette journée est l'occasion de lancer officiellement la saison de la cueillette des oranges sauvages. Et à Tahiti, la cueillette est une tradition qui réunit toutes les générations. Ça te plaît? T'es content d'être venu? Ouais. Tous les âges? Oui, oui. En général, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, on commence à amener dans la vallée. Ça va jusqu'à quel âge? 78, 80. On est toujours content de se retrouver dans la vallée. Et on partage plein de choses. Ils sont agriculteurs, employés de banque, étudiants. Pour tous, cette journée est l'occasion de rendre hommage à leurs ancêtres et de revenir aux sources de la culture polynésienne. No te mea te otira tatou trama, e proio ia autopolo te teme, trepo me ora ona. Ai ona te mea hutura e atato. O ia ui api te o o. O ia me tua i te o o. Trepo, me fo hua ona.
Tatu mo metua I tanu. Tatu mo tupuna I tanu. E tati e tua I rau. Au. C'est pour souder l'association. Ça se faisait pas tellement avant, mais depuis ces dernières années, je veux qu'on reste comme ça, unis, qu'on fait cette chaîne. Donc c'est pour nous tous, hein, que tout le monde soit main dans la main pour continuer la cueillette dans la journée. L'histoire des oranges de Tahiti se confond avec l'arrivée des explorateurs européens. Le capitaine Cook les aurait introduites à la fin du XVIIIe siècle. Très vite, les Tahitiens les répandent dans toute l'île, et notamment sur les hauts plateaux. Depuis le refuge, il faut près de 2 heures pour rejoindre ces sommets. Ici, nous sommes sur le grand sentier, on va dire. Et ensuite, à l'intérieur, il y a plusieurs pieds d'orangers. Et les porteurs sont par-dedans. Ils sont en train de chercher les oranges les plus sucrées. S'ils veulent en ramener des belles, il faut monter très haut. Là où le soleil tape bien, c'est bien mûr. C'est très physique toute la journée. La plupart des cueilleurs grimpent pieds nus, malgré les épines, dont certaines mesurent plus de 10 cm de long. Salut les jeunes! Vous allez bien? Hein? Ces jeunes-là, on les a vus petits, hein? Et quand tu les vois maintenant, c'est eux les grimpeurs, c'est eux les porteurs. Et ça fait plaisir, c'est la continuité. Voilà. Et après eux, leurs enfants. N'est-ce pas? Il faut que ça dure, ça c'est sûr. Voilà. Surtout pas avoir le vertige. Attention. Du bonheur dans l'air. Casser un peu, reposer, casser un peu, reposer. C'est magnifique. Le plus qui me motive, c'est la nature. C'est vivant, l'air, c'est vivant. Tout ici, c'est vivant. Et c'est pour nos enfants plus tard. Hein? Voilà. Comme ça, ils vont connaître aussi. Hein? C'est pas un jeu. Hein? Ouais, Pas un jeu, c'est difficile aussi. Hein? tout à fait. Pour venir en haut, eh ben, il faut avoir un gros cœur d'abord hein, pour atteindre ici. Hein? C'est bon? Ok, je vois. Et c'est parti. Voilà. Un grimpeur et un réceptionneur. Un grimpeur et un réceptionneur. Et voilà. Après des heures de travail, le soleil décline. Il faut regagner le refuge avant la nuit. C'est l'avantage quand on monte avec les chaussures. Ça évite d'être piqué par les épines. La journée a été harassante, mais le plus dur reste encore à faire. Car demain, il faudra redescendre les oranges en bas de la vallée.
Aux premières heures du jour, les porteurs préparent leur charge. Les oranges sont placées dans des sacs solidement fixés à un bambou et soigneusement équilibrés. Car les plus expérimentés vont porter jusqu'à 80 kg d'agrumes. J'entends me masser un peu les jambes pour relaxer un peu les muscles avant de redescendre avec notre charge là, sur les épaules. Il faut éviter un peu les crampes, tout ça. Il faut éviter d'attraper froid aussi. Pour les Wyss et les autres, l'heure est venue de prendre la route. Ok, c'est bon. Trois heures de descente dans des conditions extrêmes. Pendant la descente, tu es obligé de te concentrer. Peut-être pour penser à rien. Quoi. Parce que moindre faute, tu peux t'embûcher et tomber. Et tu peux même abîmer tes oranges. Ça vaut plus, quoi. Ça vaut plus rien. Après 1h30 d'effort, la fatigue se fait sentir. Il faut redoubler de vigilance. Par le passé, des accidents graves ont endeuillé la cueillette des oranges. Mais cette année, tous les porteurs remplissent leur mission avec succès. Faut pas les abîmer en plus. Hein? Faut pas les abîmer en les Faut posant. pas les abîmer. Tout ça, ça vient de loin. Ah, ça, c'est de l'or. Voilà. Et vous êtes fiers là, hein? On est fiers. Yeah! Hop, 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 hop! Sur l'ensemble de la saison, environ 4 tonnes d'oranges ont été descendues des hauts plateaux. Les porteurs se préparent maintenant à fêter ensemble l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. Le lendemain matin, nous les retrouvons en tenue traditionnelle. À Tahiti, c'est la grande fête de l'orange. Noëlla savoure le plaisir d'avoir, une fois de plus, fédéré toutes les générations pour perpétuer la tradition de la cueillette. Chacun est venu avec leur famille respective pour partager tout ça. Et c'est ce qu'on aime, partager. Chaque année, la commune de Punaouia met à l'honneur les membres de l'association en organisant un défilé haut en couleurs. Pour l'occasion, les agrumes sont placés dans des filets traditionnels, les glanes.
À la fin du défilé, les porteurs iront vendre leur récolte au bord de la route pour leur propre compte. Pendant 2 mois, jusqu'à la fin de la saison, ils vont remonter sur le plateau des orangers. Les îles polynésiennes sont nées d'une série de gigantesques éruptions volcaniques sous-marines. Tahiti est la plus grande d'entre elles, mais également la plus élevée. Le mythique sommet du Diadème culmine à 1321 mètres. C'est beau, hein. Thomas Gestem est biologiste. Il survole pour la première fois ces reliefs accidentés, berceau de fabuleuses légendes. Chaque montagne a son histoire de guerrier. Un trou dans la montagne, c'est un guerrier qui a lancé une lance. Il y a vraiment 10 000 histoires comme ça. Ouais. Il y a 5 ans, Thomas a rejoint l'association Manu, qui œuvre à la protection des oiseaux de Polynésie. Il s'intéresse aujourd'hui à une espèce en particulier, le monarque de Tahiti. Le monarque, alors c'est un oiseau qui est en danger d'extinction. On en connaît 45 à Tahiti seulement, et nulle part ailleurs au monde. Avant, il était réparti sur l'ensemble de Tahiti, mais les rats l'ont fait disparaître partout ailleurs. Et on l'a retrouvé il y a 15 ans. Depuis, on essaye de le sauver en dératisant, en le protégeant, en le suivant. Voilà. Ce matin, Thomas est en repérage. Certaines zones reculées de Tahiti offrent une végétation propice à l'habitat du monarque. Il souhaite savoir comment y accéder, dans l'espoir d'y découvrir de nouveaux individus. Voilà, c'est une des parties où on veut aller. C'est vraiment là. Donc là, il y a 300 mètres de forêt qui conviendraient complètement au monarque. Et par contre, voilà, il y a une cascade de 100 mètres au moins dessous qu'on n'arrive pas à passer. Donc on voudrait passer sur le flanc et pouvoir accéder à la belle zone qui est là. C'est vraiment casse-cou, ça c'est sûr. On est complètement prêt à tout. Si on arrive à trouver une dizaine d'oiseaux ou une vingtaine d'oiseaux, ben, ça représente 20-30% de la population mondiale. Donc oui, on est vraiment motivé pour retrouver le maximum d'oiseaux. Hein. C'est ici, dans la vallée de la Maruapo, que débute la recherche du monarque. Cette vallée est l'une des plus difficiles d'accès de Tahiti. Allez, c'est parti. Déjà, il n'y a plus d'eau dans cette cascade. Attention, là, ça glisse. Aujourd'hui, Thomas est accompagné de Caroline Blanc-Villain, une vétérinaire, et de 2 guides de randonnée qui connaissent bien la vallée et ses pièges. Waouh. Là, 3 heures d'ascension, 5 cascades à franchir, un véritable parcours du combattant. ce passage-là, comme je vois le bas, alors que quand on est le long de la falaise, je vois rien. J'ai pas peur, mais alors là, celui-là... il m'impressionne. En fait, je déteste prendre des risques inutiles. J'ai 3 enfants, mais
Pour le monarque, alors là, c'est des risques calculés. Hein. Il n'y a pas grand monde qui vient dans ce genre de vallée. En plus, elles sont privées, souvent les vallées à Tahiti. Donc les accès comme ça sont pas évidents. Hein. Seules 4 vallées à Tahiti abritent encore des monarques. La moitié d'entre eux vit dans la vallée de la Maruapo. Et justement, à mi-chemin, l'équipe perçoit un bruit familier. On est à la frontière entre 2 territoires. On en a entendu, on a juste chanté. On va essayer de voir qui c'est. Des fois, ça les intéresse pas ce qu'on leur raconte. Puis des fois, ils sont stimulés, ils arrivent. Tiens, là, monarque. Juste perché là, à 3 mètres de moi. Tu le vois? Il est en train de monter le long de la petite branche. Il est très très curieux. En fait, il y a des fois, on les attire en lançant des objets rouges ou verts dans la vallée. C'est assez rigolo, ils viennent voir. Mais leur curiosité a des limites. Au bout d'un moment, ils n'ont pas vu grand-chose d'intéressant ou ils sont contents, satisfaits et ils repartent. La première rencontre est furtive. Cette zone n'abrite qu'un seul couple de monarques. Le groupe va devoir monter encore plus haut dans la vallée pour en rencontrer d'autres. Mais avant d'y parvenir, il reste un obstacle vertigineux à franchir. Bon, nous y voilà. Cette paroi de 30 mètres de hauteur. Ça, c'est un peu un monstre. Hein. Ouais, c'est la plus grande. C'est la plus grande cascade. Et elle n'est pas finie d'équiper encore. Donc ça va être échelle spéléo. Alors, est-ce que c'est encore solide? Ça a l'air. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, la meilleure partie. L'échelle est instable. L'ascension périlleuse. J'ai trouvé un point où je peux me décoincer. Ah, c'est bon. C'est un peu délicat. Parce qu'elle est longue, donc. C'est pas sur les pieds que j'ai mal, c'est sur les mains. Et c'est pas évident de glisser son pied, donc il faut éloigner la corde par le bas pour pouvoir mettre le pied en sécurité. Oh, c'est l'horreur. Après 3 heures d'effort, le groupe arrive enfin à destination. On est arrivé. Je peux enlever les casques si vous voulez. Lorsque cette zone a été explorée pour la première fois en 2002, elle comptait une trentaine d'oiseaux. Mais en moins de 10 ans, plus de la moitié de la population a disparu. C'est bien quand ça s'arrête. Ouais. Il y avait donc urgence à intervenir. On connaît actuellement 12 couples de monarques qui se reproduisent et il y en a 6 rien que dans cette zone. Donc la moitié de la population de monarques, ça vaut le coup de s'embêter à aller la voir. Surtout que ça n'a pas été fait pendant un certain nombre d'années. Donc là, il y a du boulot. Première étape, l'arrachage du Miconia, une plante envahissante surnommée la peste de Tahiti. Attention. Ça a été introduit comme ornemental en 1975. Et avec les oiseaux ont emmené les graines et maintenant il y en a sur toute l'île. C'est vraiment une synergie d'espèces d'oiseaux envahissantes qui ont dispersé la plante envahissante. Et les Miconia font tellement d'ombre qu'aucune plante régénère. Et la forêt devient monospécifique de Miconia, sans insectes pour les monarques. Donc à terme, il disparaît.
Pendant ce temps, Caroline recharge en poison l'ensemble des pièges à rats dispersés dans la zone. Ça nous permet donc de dératiser la vallée, le rat étant quand même l'ennemi public numéro 1 pour le monarque. Oh bah, voilà. Puisque c'est un rat qui est très arboricole, qui est capable de monter aux arbres très facilement, donc il exerce une prédation sur les nids, les œufs, les petits, et malheureusement aussi c'est les femelles qui couvent la nuit, et donc il mange les femelles le soir. En plus, c'est un animal nocturne. Donc voilà, tout ça fait que ça va très très vite quand le rat noir arrive et le monarque disparaît. Pour que la mission soit complète, Thomas espère capturer 1 ou 2 monarques afin de les baguer. Voilà, c'est vraiment ce qui nous aide à mieux les connaître, à les suivre, à savoir leur longévité, à savoir leur déplacement, leur fidélité aux partenaires, tout ça. Peu habitué à la présence de l'homme, le monarque n'est pas particulièrement méfiant. À condition d'avoir les bons outils et de s'armer de patience. Voilà, on a réussi à en avoir un. Voilà, et ça fera le 20e baguet sur 45 oiseaux connus. Ça fait quand même presque la moitié des oiseaux baguets. Ça a bien marché là. Ouais, bah, pour une fois qu'on le capture, celui-là, ça fait déjà 3 fois qu'on essaie de l'avoir. Il y a un On petit, est hein, carrément c'est peut-être la femelle. Hein. Tant mieux. Ça veut dire qu'on peut encore choper le mâle. Si tu remets le... Oui. Tu veux pas la laisser ? Depuis 2008, 35 naissances ont été enregistrées. Le poids. 42 avec le sac. Il est vigoureux. Et bec 3, 37,5. T'as vu, il a des moustaches de chat, j'adore. C'est la première chose qui m'a marqué la première fois qu'on en a capturé un. Il y a son cœur qui bat à fond la caisse. Donc c'est la 37. Tous ces efforts pour un si petit animal. Oui, oui. C'est sûr que, vu dans la main, c'est pas très gros. Ça fait 21 grammes. Mais voilà, tous les représentants de cette biodiversité ont le droit d'être sauvés et ont autant de valeur les uns que les autres. Même autant les insectes que les mollusques, qui au niveau du grand public ont sûrement moins d'intérêt et moins d'attrait. Mais voilà, qui on est pour décider que telle espèce multicolore est jolie et bonne à préserver, et une autre moins jolie, voilà, elles ont toutes la même valeur. Bon allez, on va te laisser tranquille. Merci de ta coopération. Et à bientôt. Cette île, elle vibre pour moi parce qu'il y a cet oiseau qui a besoin qu'on se batte pour lui. Et puis, il n'y a pas que les oiseaux qu'on sauve. En fait, en sauvant les oiseaux de Polynésie, eh bien, on sauve tous les écosystèmes à chaque fois. Le monarque est l'une des 6 espèces d'oiseaux en danger critique d'extinction en Polynésie. Nous retrouverons bientôt Thomas et Caroline dans les îles Marquises, au chevet d'une autre espèce, elle aussi menacée.
Au début du 19e siècle, la famille royale Pomaré étend son influence sur Tahiti. En 1819, le roi Pomaré II, converti au christianisme, interdit toute forme de divertissement. Les chants et les danses sont considérés comme des activités indécentes. Pendant plusieurs décennies, c'est l'essence même de la culture polynésienne qui est mise en sommeil. Aujourd'hui, Tahiti retrouve ses racines. Non, est-ce que je dis le bateau coule? On vient de dire le bateau navigue. Qui peut continuer? Nous sommes dans la classe de Tiaré Trompette. Tiaré est institutrice depuis 14 ans. Très bien, on change de phrase. Maman. Maman fait un gâteau, on continue. Kenny. Maman fait le ma'a. Est-ce que le ma'a c'est correct? Non. Ma'a c'est un mot tahitien, donc on met un mot en français. Née en Dordogne, d'un père pied noir et d'une mère tahitienne, Tiaré est ce qu'on appelle une demi. Elle est venue vivre en Polynésie à l'âge de 3 ans, et ici, c'est une véritable célébrité. La journée est terminée d'un point de vue professionnel et la journée, on va dire, artistique démarre. Car lorsque l'école ferme ses portes, Tiaré endosse une nouvelle casquette. Quatre soirs par semaine, elle dirige les répétitions de sa troupe de danse tahitienne. Ce sont des journées qui sont interminables. J'ai démarré à l'âge de 26 ans à être à la tête d'une troupe de danse. Donc c'est mon quotidien, voilà. À quelques minutes de l'école, Tiaré rejoint sa troupe sur le stade municipal. Bien, bonsoir tout le monde. Une trentaine de musiciens, près de 160 danseurs, que Tiaré dirige avec fermeté. Et tout le monde ensemble. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et tourne, 2, 3 blocs. À gauche, 2, 3 et 1, 2, 3 et tourne, 2, 3, stop. Ok, on reprend encore. 3, 4. La danse tahitienne traditionnelle est un art ancestral très codifié. Aucun geste n'est fait au hasard. On mime tout simplement une histoire, donc tout se situe au niveau des hanches, au niveau des bras, des mains, de la posture, parce que tout a un sens en fait. Par exemple, lorsqu'on fait Teye te poroi na hei teiti, ceci est notre message. Donc le message, c'est justement ce qu'on veut véhiculer hein, à l'oral. Na hei teiti, c'est nous, tout simplement, c'est le nom du groupe, par exemple. Ensuite, lorsque la main part vers l'arrière, c'est tout simplement pour dire que c'est une transmission que l'on fait de génération en génération. Depuis 6 mois, ces amateurs travaillent sans relâche pour participer au Eivai Tahiti, l'un des plus anciens festivals culturels du Pacifique. Il a été créé en 1881 par le gouvernement français qui souhaitait associer les Polynésiens aux festivités du 14 juillet. Après des années d'interdits, les chants et danses traditionnels revenaient enfin à la lumière. Depuis, chaque année au mois de juillet, ils sont des milliers, danseurs, chanteurs, musiciens, à rejoindre une troupe pour participer au Eiva. Ça fait quoi, 26 ans maintenant je suis dedans, depuis tout petit. Et là, mon père, il est là. Hein. Il va pour nous, on a dans le sang. Hein. Sans lui, on n'est rien. Sans nous, il n'est rien. Le Eiva, c'est d'abord un concours. Cette année, 14 groupes de danse se sont engagés dans la compétition.
C'est parti. Chacun doit obligatoirement présenter un spectacle original d'1 heure environ. Sans rigoler, arrêtez. John, il faut que tu tues les 2 dernières filles là. John, je te parle. Ben regarde, ben tue. Voilà, ok. Il faut avoir une sacrée poigne pour diriger toute cette troupe. Oui, surtout ils n'écoutent pas. Hein, ils sont très indisciplinés et puis ils n'ont pas prise de conscience en fait du concours. Hein. Mais on est obligé de leur faire comprendre qu'on n'a pas de temps à perdre et que dans une semaine, on sera face à un public entier rempli puisqu'on est à guichet fermé le soir du concours. Donc voilà, la pression elle va monter tout seul parce que c'est eux qui vont la comprendre en fait. Ils vont comprendre tout ce qui va se passer d'ici jeudi. La veille du concours, les danseurs de la troupe se donnent rendez-vous dans une vallée de Tahiti pour récolter une fougère typique de l'île, le hanoué. C'est une plante que ça pousse tous les ans sur la montagne et qu'on vient récupérer à chaque juin et juillet pour faire les costumes. Ça nous permet d'embellir nos costumes. Pour le spectacle, tous les participants doivent présenter un costume réalisé avec des végétaux fraîchement cueillis. Vaut mieux prendre plus que moins. Ça va, la récolte a été bonne? Allez, pas mal. Ouais, chacun entre nous a fait des beaux bouquets. Et je crois que ça suffit. Plusieurs expéditions seront nécessaires pour fournir en végétaux tous les danseurs. À quelques minutes de là, le reste de la troupe attend pour confectionner les costumes. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? Ouais. Ok, ben vous allez tout placer là-bas sur la bâche hein, et après on distribuera les hanoués. Allez. Tiaré a installé son quartier général dans cette maison qu'elle loue spécialement pour le Heiva. Depuis 6 mois, le lieu est en effervescence. Le compte à rebours a commencé. Là, on est à 24 heures hein, du spectacle. Donc, il faut que les végétaux soient prêts, on va dire, au plus tard à 3 heures du matin, parce qu'il leur faut quand même 4-5 heures de sommeil pour être efficace le lendemain. Tous les danseurs doivent réaliser leurs costumes? Oui, tout à fait. Tout le monde doit être présent pour pouvoir avoir les mêmes consignes, la même disposition au niveau des végétaux, pour ne pas avoir des costumes totalement différents. Il faut qu'il y ait une réelle homogénéité. La plupart des danseurs et des danseuses réalisent pour la première fois ces costumes traditionnels. Le Heiva est pour eux la seule occasion de renouer avec un patrimoine oublié. Ça sont des tresses avec une technique vraiment particulière que je maîtrisais absolument pas. Et c'est vrai qu'on a eu des journées d'apprentissage avec des personnes qui maîtrisent des techniques. Ce sont des techniques apparemment assez ancestrales. Je ne connaissais pas, donc on nous a appris. C'est une vraie cohésion avec sa culture, c'est vrai. Là, je me rends compte à quel point on s'imprègne d'une langue, on s'imprègne des coutumes, on s'imprègne de l'histoire. Et c'est une immersion totale, en fait. Et c'est important quand on veut essayer de retrouver un petit peu ses racines. Voilà, je trouve que c'est important. Ça va les filles? Alors maintenant, quand vous allez installer les oiseaux de paradis sur votre jupe, il faut laisser de la longueur au niveau de la tige. Hein? La tige et la fleur. Tiaré a créé les chorégraphies, supervisé les musiques, et c'est également elle qui a imaginé les costumes. Sur 1 heure de spectacle, ce costume ne sera porté que pendant 8 minutes.
Là, il s'agit surtout de donner un dessin au niveau du soutien-gorge, que ça ait un effet, on va dire, d'aile de papillon. Donc on travaille feuille par feuille, pétale par pétale, on colle, on assemble et on réajuste rien qu'avec du double face en fait. Voilà. Donc c'est minutieux, c'est fragile et tout ça pour 8 minutes de spectacle. Donc on est à peu près à 4 heures de travail au niveau du costume. C'est assez lourd en termes de préparation, mais c'est tellement beau au porter que voilà, le plaisir est là à la fin. Alors on continue. La journée touche à sa fin. Pour les danseurs qui ont achevé leur costume, il reste encore une épreuve à surmonter. Et pas des moindres. Dans l'atelier de couture, inspection obligatoire sous l'œil de Thérèse. C'est bon. Ok. C'est très bien. J'ai l'impression que je vais crier. Mia, t'es gras! Mais j'ai amené mon tube de colle. Oh non, 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 non. Fatigant, ces filles. Je dis tous les costumes, Tani. Vous vérifiez tous les costumes? Tous les costumes. Je regarde si le costume est présentable. Et je suis très chiante. Ah oui. Et jusqu'à la dernière minute, des petits points de colle par-ci par-là. Ça va te gêner. Ah oui. Bah, Au cours du spectacle, chaque danseur portera 4 costumes différents. Des prix seront décernés pour les créations les plus abouties. Je suis très dure avec moi-même. Je pense être dure aussi avec les autres pour donner un bon travail. Ça veut dire que les filles, elles arrivent, elles me mettent quelque chose qui n'est pas fini. Mais pour elles, c'est fini. Pour moi, c'est pas beau. C'est pas comme j'ai expliqué. Elles me démontent tout. Le travail va se poursuivre une grande partie de la nuit. Nous retrouverons bientôt Tiaré et sa troupe sur la plus grande scène de Polynésie. Nous quittons l'archipel de la Société pour nous rendre dans les îles Marquises. Géographiquement, les Marquises sont aussi éloignées de Tahiti que la France l'est de la Suède. L'archipel des Marquises est un chapelet de 12 îles, dont 6 seulement sont habitées. Parmi elles, Ivaoa, l'une des plus grandes îles de l'archipel. Nous sommes au sommet de la ligne de crête qui traverse Ivaoa d'est en ouest. C'est le point de départ d'une randonnée équestre originale organisée par Paco Pautea. Ça doit être au minimum. Toi, tu mesures combien, tu m'as dit? 75. C'est un taille mannequin, ça, 75. Alors, 2 trous. Vas-y, tu peux monter. Depuis 10 ans, Paco propose aux visiteurs et aux Marquisiens de découvrir le patrimoine d'Ivaoa. Et cela commence avec les chevaux eux-mêmes. Tous mes chevaux, ce sont des chevaux sauvages qu'on a capturés au fur et à mesure. Ce sont des chevaux qui ont été emmenés du Chili dans les années 1842-43 par les missionnaires et par les Français et les Américains. Et depuis, en fin de compte, les premiers chevaux ont été lâchés dans la nature, ils se sont reproduits jusqu'à aujourd'hui. Sur l'île d'Ivaoa, il faut compter à peu près entre 300 et 500 chevaux sauvages qui restent actuellement. Voilà.
te mets à droite avec Carole. Tu serres un peu à droite, on y va. Voilà, tu restes là, tu attends qu'on soit devant pour venir. On est vraiment sur une piste ancestrale. Donc empruntée depuis des temps immémoriaux par nos anciens. Passer dans les sous-bois, sur les lignes de crête, dans les descentes, dans les montées. Comme c'est des chevaux sauvages, donc c'est des chevaux qui sont habitués à ce genre de terrain. Et puis nous on aime bien tout ce qui est naturel, quoi. Parce que c'est des endroits où tout le monde passe, c'est pas intéressant. Là, il y a plein d'orchidées, t'as vu ça? Voilà. Ah, c'est beau là. Et là, bah, ici, il y a des fouilles de cochons, c'est incroyable. Hein. Paco est aujourd'hui l'un des rares à emprunter ce sentier. Et par conséquent, c'est l'un des rares à l'entretenir. Ils aiment ça, les feuilles, quoi. Les chevaux, ils adorent ça, les feuilles de pomanis. Les branches, c'est normal. Hein. Si de temps en temps, bah, ça tombe, ça casse. Ça. Il faut toujours avoir le coupe-coupe sur soi. Hein, très peu de gens connaissent ce circuit. Ils ont changé de monture, hein, ils prennent la voiture, donc ils ne viennent plus par là. C'est dommage parce que ça permet de voir les sommets, connaître leur nom, l'altitude, les noms des baies qui sont complètement abandonnées. Et si la transmission ne se fait pas oralement, eh ben, un jour ou l'autre, il va falloir sortir des cartes pour trouver les noms. Hein. C'est dommage. On continue? Oui. Ok, ben on y va, let's go. Tu vois la piste qu'il y a au fond là-bas? Ben voilà, ça c'est la piste cavalière. Et bien, on va passer par là. Alors, souvent on vient chasser aussi dans le coin là. Hein. La ligne de crête s'ouvre sur un panorama exceptionnel. L'un des seuls endroits d'Ivaoa où l'on peut embrasser d'un regard le nord et le sud de l'île. Ouais, magnifique. Alors là, ce point de vue-là, je peux vous dire, il y a des marquisiens qui vont se demander où se trouve cet endroit-là. Hein. Ces vallées-là entrecoupées des lignes de crête, c'est magnifique. Un paysage à couper le souffle que Tevaï et Tepoea, les deux jeunes marquisiens qui participent aujourd'hui à l'excursion, découvrent pour la première fois. Franchement, c'est trop beau. Ceux qui vivent sur l'île, c'est étonnant qu'ils ne connaissent pas ce genre d'endroit. Moi, je suis contente d'être arrivée ici. Au moins là, je peux dire que je suis vraiment d'ici parce que je découvre mon île de l'intérieur. Voilà. Bon, on continue. Attention dans la descente, hein, penchez-vous légèrement en arrière pour éviter de trébucher. Cette piste permet de relier les différentes vallées d'Ivaoa. Après 2 heures de randonnée, les cavaliers arrivent à destination. Allez Carole, courage, on y est presque. Au bout de la piste, la baie de Puamao. Ça, c'est chez moi. Alors, je vous laisse apprécier le panorama. Hein.
Quand on voit cette vue-là, eh ben, pour moi, il faut que je le partage avec des gens qui ne les connaissent pas. On découvre ce cratère, parce que c'est un ancien cratère, parce que Puamau, il est vraiment... c'est un volcan éteint. Et pour moi, c'est pas un pèlerinage, mais presque, quoi. C'est un retour aux sources. Surnommé le Jardin des Marquises, Ivaoa a inspiré de nombreux artistes. Parmi les plus célèbres, Paul Gauguin et Jacques Brel. C'est à Atuona, la ville principale, qu'ils ont choisi de passer les dernières années de leur vie. Paco est revenu vivre sur Ivaoa il y a une quinzaine d'années, après avoir longtemps vécu en métropole. Depuis, il se mobilise pour transmettre la culture et les savoir-faire de son île natale. Ce matin, il a réuni une quinzaine de jeunes marquisiens afin de les initier à la capture des chevaux sauvages. Les jeunes qui ont entre 12 et 20 ans, vous voyez, le reste du temps, ils sont éparpillés au niveau de l'archipel, ou sinon ils partent sur Tahiti pour les études. Donc on profite des grandes vacances de juillet et décembre, qu'on essaie de transmettre nos connaissances pour la capture des chevaux qui sont ici aux Marquises. L'équipe est scindée en deux groupes. D'un côté, les rabatteurs. Ils sont chargés de canaliser la fuite des chevaux et de les orienter vers cette rangée d'arbustes dans lequel vont se poster les membres du second groupe. Alors la technique, c'est de passer dans le nœud, le bout de bois, comme ça. Et quand le cheval va entrer dedans, si le cheval vient de gauche, tu l'accompagnes comme ça. Et après, le bout de bois, tu ne le lâches pas, tu tires, tu baisses un peu, de manière qu'il coulisse, tu vois. Parce que ton nœud va serrer sur le cou, comme ça, hein, et tu sors ton bout de bois. Tu as vu la technique? Voilà. Alors, tous les marquisiens qui capturent les chevaux sauvages utilisent ce genre de technique. Parce que c'est transmis de famille en famille, de génération en génération. Et c'est une bonne technique. Recule un peu, ils arrivent. Les rabatteurs sont d'une grande efficacité. Les chevaux passent exactement à l'endroit où Paco s'est positionné. Mais plusieurs tentatives seront nécessaires avant de parvenir à capturer un cheval. Ça y est. Attention à la corde. Aduk. Recule un peu. Ok, c'est bon.
Les instants qui suivent la capture sont particulièrement tendus. Pour éviter que le cheval ne s'étouffe, les dresseurs doivent remplacer le lasso par une corde moins contraignante. C'est physique, hein? Ah oui, c'est sportif. Hein. Vous avez un animal comme ça, il fait 300 kilos. Et vous avez vu comment il a déboulé. Hein. C'est un bon étalon, c'est un alezan. Hein. Il est magnifique. Je crois que Mano, il a quel âge ce cheval? 5-6 ans à peu près? 7? 5 ans, ben, parfait. Donc prêt à être débourré tout à l'heure dans la mer. Ça va, il t'a adopté le cheval. Ouais, c'est bon? Là, le dresseur lui a soufflé son odeur dans le nez, là, il s'est calmé. Là. En fin de compte, le cheval est très facile à le calmer du moment où il comprend que nous, on n'est pas un prédateur. Voilà, il se calme. Et là, en plus, là, celui-là, il a un bon caractère, on voit qu'il est docile. Donc là, il profite de l'occasion, en fin de compte, qu'il y a un autre cheval domestique à côté, ça va le calmer. C'est bon. Manu est le nouveau propriétaire du cheval, puisque l'animal a été capturé sur ses terres. Cet étalon sera une aide précieuse pour les déplacements ou les travaux agricoles. Ok, à tout à l'heure. Le cheval est conduit dans la baie la plus proche pour sa première séance de dressage. Cela commence par le débourrage, une opération qui doit amener le cheval à accepter la présence d'un cavalier sur son dos. Il faut tout. Voilà, tu amènes dans l'eau. Tu vois, jusqu'au niveau de l'épaule. Hein. Voilà. Attends un peu qu'il s'habitue. Paco en profite pour poursuivre son instruction avec les jeunes marquisiens. Laisse-le faire un peu. Voilà, très bien. Tu viens un peu vers le cheval, là. Tu lui remets la corde sur l'encolure correctement. C'est bon, là. Pour nous, en marquise, débourrer dans l'eau, c'est le moyen le plus rapide. C'est plus sécurisant pour le cavalier et pour le cheval. Parce que le cheval il est dans l'eau, même s'il bouge ou il saute en l'air, il n'y a rien, il n'y a aucun objet qui peut le blesser. Par rapport quand on est sur le sol dur. Parce que le cheval, au moment de cabrer, il peut mal réceptionner, casser un membre et le cavalier chuter. L'un des jeunes s'est porté volontaire. Il a déjà participé à des opérations de capture et pour la première fois, il va expérimenter le débourrage à la marquisienne. Aïe, tu amènes un peu le cheval. Aïe. Apaisé par l'eau, le cheval n'oppose aucune résistance. Plusieurs séances de dressage seront toutefois nécessaires avant de le domestiquer entièrement. Reviens un peu vers moi. Oui. Pas habitué encore. Ok, très bien. Là, tu descends. Descends le cheval. Il y a de l'adrénaline là. On court après les chevaux. C'est cool. Il était pas trop méchant celui-là. Avec la fatigue qu'il a eue là en haut, c'est bon. Il devient rabatteur en premier, ensuite il passe au pied, ensuite il passe au débourrage, suivant la tranche d'âge.
Et maintenant, Patrick, là, il a tout ce qu'il faut, là. Il a tout en main pour réussir. C'est pour ça que je lui souhaite de continuer et puis à son tour de le transmettre après, à la génération qui arrive. Voilà. Les Marquisiens ont surnommé leur archipel Tefenua Enata, ce qui signifie la terre des hommes. C'est l'un des plus isolés au monde et cet isolement a permis de protéger son authenticité. Nous retrouvons Thomas et Caroline, les défenseurs des oiseaux. Ils se rendent aujourd'hui sur Fatou Hiva, une île fantastique qui semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Fatou Hiva, c'est un peu l'île du bout du monde. Elle est uniquement accessible par la mer et seules de petites embarcations peuvent y accoster. Alors poser les pieds sur le sol de Fatou Hiva, c'est toujours un privilège. Ça y est, enfin la terre ferme? Ah oui, là ça fait du bien après 3 heures de mer. Qui parfois, là aujourd'hui ça a été à peu près, mais des fois c'est plus que ça et ouais, c'est assez éprouvant. Fatou Hiva, c'est vraiment une île qui se mérite. Il faut vraiment avoir envie d'aller puisqu'il n'y a pas d'aéroport, donc c'est assez difficile d'accès. C'est cher aussi pour louer les bateaux, pour nous, pour les actions. Donc voilà, elle se mérite vraiment cette île. Thomas et Caroline ont rendez-vous avec les habitants du village d'Omoa. Ils souhaitent les impliquer dans la sauvegarde du Homaokeke, une autre espèce de monarque, elle aussi en danger. Mais en ce dimanche matin, les rues sont plutôt désertes. À la fin de la messe, Thomas a donné rendez-vous à quelques habitants du village. Ils se rendent au fond de la vallée d'Omoa, où vivent les derniers Homaokeke. Il n'en reste plus que 29 sur l'ensemble de l'île. Le groupe va y planter des arbres fruitiers, ramenés de Tahiti par Thomas et Caroline. Un jaquet? Allez. Voilà. Bon Arthur, c'est bon pour celui-là? Nous, on va mettre le habiou un petit peu plus haut, là. Oui. Ces arbres vont permettre de reboiser les bords de la rivière, où vit le Homaokeke. Roberto est l'un des principaux artisans de cette opération. On a commencé avec peu de participants parce que la population n'était pas vraiment consciente de cette disparition. On voit que maintenant, il y a de plus en plus de personnes intéressées. Donc on mise vraiment à 100% tous nos moyens, tous nos efforts sur cette vallée et avec les riverains et les propriétaires. Sarah est l'une de ses propriétaires. Quand on venait ramasser, cueillir
de couper les régimes de bananes. Il y en avait toujours un qui nous appelait de là-haut. Il faudrait que tous nos Mokeke, nos monarques, Black monarques reviennent là où ils étaient. Et j'espère qu'un jour, on va pouvoir les entendre encore dans le village. L'opération est sur le point de s'achever lorsqu'un visiteur inattendu se joint à la fête. Mai, Sarah, un jeune homme au kéké là. Là. Ça, c'est un petit jeune qui est né il y a 4 mois, juste à côté. Il vient nous saluer. Quand il voit des personnes arriver, il vient se montrer, il vient regarder. Hein? Il vient boire. Curieux, hein? C'est un petit curieux, ouais. Tu es content d'avoir vu le Mokeke? Oui. L'instant est rare et c'est une grande fierté pour Sarah de partager ce moment avec son petit-fils. C'est la première fois que je vois. Sarah, c'est un peu la mémoire de Fatou Hiva. Elle a toujours vécu ici et elle est aujourd'hui membre de l'Académie marquisienne, gardienne des traditions et des savoir-faire de l'île. Le lendemain matin, nous la retrouvons dans son jardin. Dès les premières heures du jour, elle vient y cueillir des boutons de tiare, la fleur emblématique de Polynésie. C'est l'habitude qu'on a ici, lorsqu'on se réveille le matin, c'est la fleur à l'oreille d'abord. Il y en a qui disent à droite, on cherche, et à gauche, cœur pris. Mais moi, c'est toujours à droite que je mets ma fleur. Jadis, les Polynésiens utilisaient le tiare dans le traitement des migraines, des maux d'oreille ou de certains eczémas. Mais pour Sarah, il a une autre utilité. Je cueille des tiare pour faire mon monoeil. Monoeil tiare. Le monoeil est réalisé à partir de fleurs de tiare et de noix de coco. Depuis 1992, c'est le seul produit de Polynésie protégé par une appellation d'origine. Les secrets de sa fabrication se transmettent de génération en génération depuis des centaines d'années. Alors le coco qui est germé, c'est celui où il y a plus d'huile. Et la transformation du lait en huile est beaucoup plus rapide avec des cocos germés qu'avec des cocos qui ne sont pas du tout germés, comme celui-ci, celui-là. Dans les temps anciens, chaque famille réalisait son propre monoeil. Aujourd'hui, seuls quelques Polynésiens entretiennent ce savoir-faire traditionnel. Comment vous avez appris à fabriquer le monoeil? Avec les mamans et surtout avec une dame du village. Je la regardais faire, souvent. Elle nous apprenait beaucoup de choses, elle nous transmettait notre culture. Maintenant, je vais presser le coco râpé. On va obtenir du lait. Il faut 20 cocos pour faire 1 litre. Aujourd'hui, je le fais surtout pour mes enfants, comme ça, traditionnellement. Et s'il y a de la famille qui demande pour les bébés, oui, on le fait comme ça. Ça, c'est du basilic. C'est pour activer la transformation du lait en huile. Ici, à Fatou Hiva, c'est vraiment la base de notre monoeil.
La préparation est ensuite déposée au soleil, dont les rayons transforment le lait en huile en quelques heures seulement. Il ne reste plus à Sarah qu'à incorporer la fleur de tiare. Je laisse macérer les fleurs, les pétales de tiare dans l'huile pendant 1 mois, afin que l'huile prenne bien le parfum des tiare. Ce sera tous les jours que je vais changer ces fleurs. En 1942, un parfumeur se lance dans la commercialisation du monoï. Le savoir-faire ancestral entre dans l'ère industrielle. À Moorea, la plantation de Vateakeno est l'une des plus grandes de toute la Polynésie. N'oubliez pas d'arracher les lianes qui montent. Hein. On a 10 000 pieds à peu près, ce qui s'étend sur 10 hectares. C'est une plantation qui a été initiée par mon père il y a 30 ans. Donc on est toujours là depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on cueille les fleurs. L'appellation monoï de Tahiti impose des règles de fabrication rigoureuses. Un gage de qualité qui a permis de conquérir de nouveaux marchés. Ça fait plus de 20 ans que les producteurs travaillent à l'export pour ce produit. Et donc maintenant, le monoï est connu dans le monde entier. C'est une excellente chose. Et en plus, on a une appellation d'origine contrôlée, ce qui vient encore renforcer l'image de la culture et du savoir-faire polynésien. Bon, on peut mettre en route et puis bon, on va attendre 10 jours. Très fier, c'est un produit qui représente en fait la Polynésie et puis avec ça tout un style de vie, une manière de vivre qui nous vient des ancêtres polynésiens. Sur Fatou Iva, les vertus du monoï sont connues depuis des temps immémoriaux. Ça protège du soleil, du froid. Ça entretient la chevelure. Vous voyez, les Polynésiennes ont de beaux cheveux. Ça donne belle peau. On m'a souvent. Aussi bien les enfants, les grands. Même le couple, ils se massent. L'île de Fatou Iva ne compte que 2 villages, pour une population d'environ 600 habitants. Ici, comme sur l'ensemble de l'archipel, les habitants ont entrepris depuis la fin des années 70 une véritable réappropriation de leur culture et de leur patrimoine. Les Marquisiens ont d'ailleurs le projet de faire inscrire l'archipel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Roberto a souhaité nous présenter les sites de Fatou Iva qu'il espère voir prochainement figurer sur la liste. Derrière moi, on a ces pics rocheuses, on a ces parois qui tombent comme ça à pic dans l'eau et c'est ce qui marque un peu, donc, en venant du large, l'aspect spécifique de l'île aussi. Mais pour découvrir le véritable joyau de Fatou Iva, il faut se rendre à quelques kilomètres de là. L'occasion en chemin de croiser des dauphins, les habitués des lieux.
Ouais, ils sont toujours dans la zone. Hein. Ah, t'arrêtes juste un petit peu à la main à Auto-Oi. Nous arrivons dans la baie des Vierges. À l'origine, elle était appelée baie des Verges, en raison de la forme particulière de ces roches volcaniques. Par pudeur, les missionnaires l'ont rebaptisée. Quand on passe devant cette baie, on ne peut pas passer sans la regarder, sans l'admirer, même des centaines de fois. Des fois, on se dit, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste voilà, une image qui nous passe comme ça. C'est mon paradis. Nous quittons les Marquises pour partir à la découverte de l'archipel des Tuamotu. L'archipel des Tuamotu est un ensemble d'îles basses ou atolls, refermés sur leur lagon par une ceinture de corail. Cette barrière s'interrompt par endroits et permet au lagon de communiquer avec l'océan. C'est ce qu'on appelle une passe. Nous arrivons à Fakarava. À 450 km de Tahiti, c'est le deuxième atoll de Polynésie par sa taille. L'atterrissage se fait dans un mouchoir de poche. Parmi les passagers, Nicolas Buret. C'est le fondateur de l'Observatoire des requins de Polynésie. Il se rend aujourd'hui à la passe sud de Fakarava. Mais avant d'y parvenir, il faut encore traverser le lagon. Environ 3 heures de bateau séparent le nord et le sud de l'atoll. Les gens de Tuamotu vivent de l'eau et de l'eau. C'est-à-dire qu'ils vivent plus ou moins en autarcie, parce que bien sûr, il y a des goélettes et des avions dans les atolls, mais c'est pas partout pareil. Et les gens ont pris l'habitude, ils vivent avec le lagon, avec l'océan, avec les passes. La passe sud de Fakarava est réputée pour abriter un trésor que les connaisseurs appellent le mur de requin. Et le gardien de ce trésor, c'est lui, Sanny Richmond. Hey, Yann Nicolas. Comment tu vas? Bien. Ça va. Alors, tu es venu voir les requins? Ah bah bien sûr. Ils sont toujours là, ils t'attendent. Ouais, c'est bien alors. Grana, Annabelle. Originaire du nord de Fakarava, Sanny s'est installé ici il y a une vingtaine d'années. Pour protéger la passe, il n'a pas hésité à prendre des mesures draconiennes. J'ai eu des travailleurs qui venaient pêcher là, j'ai dit, alors attention, je ne veux pas que tu pêches là. Non, 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 mes travailleurs, mes employés, ils n'ont pas le droit de pêcher par ici chez nous. Bon, allez de l'autre côté, en face, ou dans le lagon, il n'y a pas de problème, mais ici devant, non. Vous avez fait la guerre aux pêcheurs, là. J'ai eu des ennemis, hein, des problèmes avec des gens. Voilà, des ennemis. Mais j'ai pas lâché, hein.
Le rôle de Sané était primordial pour cette passe. C'est-à-dire qu'il y a des passes où malheureusement la présence humaine n'était pas. Et donc les pêcheurs pouvaient venir impunément prélever les ailerons des requins dans toutes les passes qui étaient non surveillées. Donc là, Sané, lui, a permis de sauvegarder la passe. C'est-à-dire les pêcheurs n'osaient pas venir puisqu'il y a une présence humaine, il y a une présence touristique. Et les pêcheurs ne sont pas venus comme ça vider la passe des requins. Sur ce site, Sané a construit lui-même de petits bungalows et a ouvert une pension de famille. Désormais, il fait découvrir aux visiteurs cet environnement unique, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Ils sont magnifiques. Hein? Tu les vois comme ça s'approcher. Tu fais ta cuisine pour tout le monde, là? Oui, attends, t'as le chien, t'as les requins. Quand c'est là, ils s'amènent tous. C'est tous les jours comme ça? Ouais. Nicolas prépare un film pédagogique sur les requins de Polynésie. La plongée dans la passe sud de Fakarava est un incontournable. C'est une passe où on a tout un peu gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a un courant qui est assez faible, il y a une profondeur qui est assez faible, et on va juste voir un peu plus de 200 requins gris. Donc pour un passionné de requins, on ne peut pas faire beaucoup mieux. À 71 ans, Sané, le gardien de la passe, ne rate jamais une occasion de plonger. OK. 1, 2, 3, Dès les premiers instants, la passe révèle toute sa richesse. Napoléon, Chromis ou Aiguillette viennent naturellement à la rencontre des plongeurs. Mais le véritable trésor de la passe, le voici. Cette fosse où évoluent plus d'une centaine de squales. Une densité qui témoigne du rôle essentiel joué par Sané dans la protection de l'environnement marin. Aujourd'hui, la pêche et le commerce des ailerons ou des dents de requin sont interdits par le gouvernement polynésien sur tout le territoire. Après 45 minutes de dérive, le courant ramène naturellement les plongeurs à leur point de départ. Fabuleux, fabuleux. Il y a des prédateurs de tous les côtés. Il y a des Napoléons, des gros mérous, des requins. C'est voilà qui venait droit sur toi. Ouais, si les prédateurs sont là, c'est qu'il y a les proies. Voilà. Donc s'il y a toute la chaîne alimentaire, c'est que la passe est en bonne santé, tout simplement. Depuis 2012, la Polynésie est le plus grand sanctuaire de requins au monde. Une vingtaine d'espèces peut y être observée, mais l'une d'entre elles intéresse particulièrement Nicolas. Nous sommes de retour à Tahiti.
Depuis plusieurs mois, dans les environs de l'île, la présence de requins-tigres a été constatée. Nicolas souhaite observer de plus près cette espèce réputée comme l'une des plus dangereuses pour l'homme. Alors, le requin-tigre a une mauvaise réputation dans le monde, mais paradoxalement, ici en Polynésie, il n'y a jamais eu aucune attaque à déplorer de la part de ce requin. Voilà, les Polynésiens ont plus peur, entre guillemets, des bancs de requins gris, puisqu'ils cohabitent ensemble. Et lorsque, par exemple, un pêcheur avec une flèche prend un poisson, ça peut créer des frénésies, et là, effectivement, ça peut devenir dangereux. Maintenant, lorsqu'un pêcheur croise un requin-tigre, c'est plutôt un gros pépère qui va passer son chemin et qui ne reverront plus. Nicolas est accompagné de Michel Bègue, un guide naturaliste avec lequel il collabore régulièrement. Là, on va mettre de la nourriture protégée de manière à ce que les requins, et en particulier les petits requins, ne puissent pas l'attraper et la manger. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de nourrir le requin, c'est simplement les attirer. Pour cette plongée, pas de combinaison renforcée ni de cage anti-requin, mais des précautions rudimentaires. En fait, les chaussettes, parce que c'est pas pour la température, c'est parce que lorsqu'on travaille comme ça avec une source olfactive, ça réveille l'essence de tous les requins, notamment les petits. Et on s'est aperçu avec les différentes publications internationales que lorsqu'il y a des morsures, pareil pour les petits requins, c'est souvent sur les parties qui ne sont pas protégées. C'est-à-dire que les personnes qui sont en shorty seront plus assujetties à être mordues sur un avant-bras qu'une personne qui est en combinaison longue. Donc c'est pour ça que je cache au maximum les parties claires du corps. L'appât, déposé dans le tambour d'une machine à laver, remplit parfaitement son rôle. Dans son sillage, il attire une myriade de poissons et quelques requins gris. Tout est maintenant prêt pour attendre le seigneur des lieux. La rencontre est impressionnante, mais se déroule sans aucune agressivité. Après quelques minutes d'observation, le requin-tigre a satisfait sa curiosité et s'éloigne paisiblement. On la connaît bien, c'est une femelle qui fait assez grosse, à peu près 4 mètres. Là, c'est intéressant parce qu'elle a une très grosse cicatrice sur la dorsale. Donc il y a eu un accouplement très récent. Une cicatrice, c'est signe d'un accouplement? Oui, parce que les mâles, pendant l'accouplement, en général, ils agrippent les femelles avec la mâchoire, par la dorsale ou sur les flancs. C'est très violent. Le mâle est obligé d'attraper la femelle par les ailerons
pour la retourner, la mettre en catalepsie, c'est-à-dire en fait elle s'endort, on appelle ça également l'immobilité tétonique, et à partir du moment où la femelle est sur le dos, là elle se laisse faire et le rapport sexuel peut avoir lieu. Voilà, donc en fait le mâle est obligé d'immobiliser la femelle. Et c'est pour ça que les cicatrices qu'on voit sur le corps de la femelle, ce qui nous permet de les identifier, sont assez fréquentes sur ces individus, sur ces femelles. On en encore un petit peu parce qu'on peut avoir un autre animal. Le requin-tigre vit habituellement dans des eaux très profondes. Mais des appâts régulièrement apportés sur ce site ont permis de provoquer des rencontres. Et il ne faut pas longtemps pour voir s'approcher un second spécimen. Tout au long de la plongée, Michel fait de la photo-identification. Un procédé qui lui permet de reconnaître les individus et de mieux comprendre leurs habitudes. L'excitation monte encore d'un cran lorsqu'un troisième requin-tigre s'approche. Une véritable aubaine pour le film pédagogique que prépare Nicolas, à condition de garder un peu ses distances. L'Observatoire des requins de Polynésie, créé par Nicolas, est un réseau de plongeurs. Il collecte un maximum d'informations sur les différentes espèces de raies et de requins. Les données recueillies aujourd'hui serviront de base aux scientifiques pour une grande étude comportementale sur les requins-tigres. Michel, tu la connais la dernière? La dernière, j'ai un petit doute. La première, bon, c'était 0,1, c'est bon. La deuxième, je pense que je la connais. Je crois que c'est T5. Et la troisième, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est bon, on a les 3 identifications, donc on a 3 individus dans la journée, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive de voir 3 individus comme ça. Donc c'est une journée qui a bien porté ses fruits, même si les observations étaient brèves et furtives. C'est 3 individus comme ça qui passent. Alors pourquoi elles sont passées à ce moment-là, à cette heure-ci, sans s'arrêter vraiment? Curieuse. Et après ça repart. C'est la nature, c'est beau. Michel et Nicolas espèrent que leurs observations aideront à réhabiliter l'image du requin-tigre. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. De toute façon, là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a noté qu'il y a plus de requins-tigres. Il n'y a pas eu le moindre incident. C'est effectivement un requin potentiellement dangereux. Et les accidents qui se sont produits ailleurs dans le monde, c'était dans quelles circonstances? C'était avec de l'eau trouble, c'était avec des conditions peut-être où les zones ont été surpêchées, ce qui n'est pas forcément le cas d'ici. Si les requins-tigres reviennent sur ce récif de Tahiti, c'est qu'il y a des raisons. Il est là pour équilibrer tout un écosystème. Dernière étape de ce périple polynésien, la ville de Papeete, sur l'île de Tahiti. Sur la place Tohata, le Heiva, ce grand concours de danse polynésienne, est sur le point de débuter. Ok, la garde, allez, on y va. Vous allez attendre, vous allez aller dans une loge fermée. Pour Thierry Trompette, notre chef de troupe, c'est enfin le moment de vérité. Voilà, c'est le grand soir. Ça y est, on arrive à la fin d'un travail de 6 mois et puis... Vous faites comment là? Vous sentez comment? Un peu stressé, un peu triste, un peu excité. C'est un mélange de tout, une vraie soupe d'émotions. Côté coulisses,
Ce sont les derniers préparatifs. Enfilez vos fleurs et coupez vos tiges de la taille. Il y a tes fleurs qui tombent. Vous me tendez la main gauche. La nuit a été bonne? Bon, pas assez de sommeil. Fatigué. Vous avez l'énergie là? Il faut, c'est le grand soir. Après tous ces mois de répétition, il faut. On est obligé. Enlevez vos tresses. Les danseurs et les danseuses ont moins d'1 heure pour achever leur préparation. Chaque détail compte. Un élément du costume qui tombe pendant le spectacle, et ce sont plusieurs points qui s'envolent. À quelques minutes de l'entrée en scène, l'arrivée d'un retardataire. Vous êtes un peu à la bourre là, non? Ah, carrément. Comment ça se fait? Je suis arrivé du travail, en fait, direct. Ah, vous arrivez du travail? Ouais, Vous faites quoi? Je suis chauffeur à l'aéroport, RTT. Fini le travail, vous venez ici pour danser? Je viens de foncer, j'étais un peu... Fallait terminer quelques trucs. C'est pour ça. Ouh, just, hein, limite. C'est chaud, c'est chaud. Ce soir, la troupe de Tiare joue à guichet fermé. Mesdames et messieurs, cher public, Yaorana et bienvenue au Heiwai Tahiti 2013. Environ 30 000 spectateurs se succèdent pendant les 6 soirées de concours pour soutenir les troupes en compétition. Le jury, présidé par la muséologue Manouche Le Hartel, est chargé de les départager. Il y a une explosion du nombre de groupes. En 1960, il y avait 4 groupes. Aujourd'hui, on en a 14 qui se produisent cette année. Donc, notre danse est formidable parce que notre jeunesse s'y retrouve. C'est pas une danse folklorique. On est en création perpétuelle. Avancez! Ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais nous ferons ce qu'il faut. Nous défendrons ce qui est notre héritage. Et donc, c'est un devoir. C'est pas une option. Nous devons défendre ce que nous ont transmis nos ancêtres. Ce soir, hein, notre passion commune qui est la danse, ce soir, il faut la transmettre. Ce que nous avons travaillé aujourd'hui, depuis le mois de février, c'est quelque chose de très important qu'on doit montrer ce soir. Le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sûrs que vous voulez ce premier prix? Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le groupe Heiwai Tahiti. Le spectacle raconte la légende de Tairi Waine, une princesse guerrière du nord de Tahiti qui contrôle les vents grâce à son éventail magique. Le premier tableau à peine achevé, c'est la course en coulisses pour changer de costume. Ça tient pas bien là. Vous avez combien de temps pour vous changer? Il reste ce solo-là, puis on a fini. On doit passer sur scène. C'est bon. Le tableau suivant est l'occasion de présenter le grand costume traditionnel.
Un costume particulièrement important pour toutes les troupes en compétition. La plus belle création rejoindra les collections du musée de Tahiti et des îles. En coulisses, Thérèse la couturière retient son souffle. Allez, mes chéris! Je suis contente de les voir sur scène. Ils sont très très beaux ce soir. Tout ce travail qui prend sens aujourd'hui. Le bébé est sorti. Le bébé est là et sur scène. Magnifique. Admirez, ils sont très très beaux dans leur grand costume. Pour cette tenue, la troupe remportera cette année le prix du meilleur costume traditionnel. Mais il reste un dernier tableau pour mériter le Grand Prix du Heiva 2013. Dis à Irena de placer ses garçons sur la rang. Irena fait entrer la première rangée qui doit entrer. En régie, Tiare donne ses dernières instructions. On y va. C'est parti, lumière sur la scène. Ce tableau final est le point d'orgue du spectacle. Les danseurs et les danseuses portent les costumes végétaux fabriqués la veille de la représentation. Six mois de répétition, 1 heure de spectacle, un concours très disputé et au bout du chemin, la récompense ultime. Le premier prix est attribué à cette Ali Bahine, de Tahiti. Beaucoup de fierté pour le groupe, pour tous ceux qui ont travaillé depuis 6 mois, les familles, les amis. Et surtout, beaucoup de plaisir à partager cette joie. Félicitations. Merci.